Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Catherine Blanc sur Europe 1. Bonsoir, je suis heureuse de clore ce week-end avec vous ce soir sur cette libre antenne d'Europe 1. Elle est votre émission, votre lieu d'expression et c'est au 39 21 que vous pouvez me joindre. J'aime beaucoup la douceur de cette phrase que vous connaissez certainement d'un poème de Leonard Cohen. Il y a une fêlure en chaque chose et c'est par là que la lumière passe. Et si nous faisions preuve de douceur à notre égard et à l'égard des autres, si nous osions le regard sur nos fêlures sans réduire ou nous y réduire, sans accuser ou nous en accuser, si nous prenions le temps ensemble de les observer, de les accueillir, de les comprendre, et en définitive de nous en sentir riches. Alors appelez-moi au 39 21 ou écoutez ceux qui viendront ce soir éclaircir leur histoire ou témoigner de leur cheminement. Nous sommes en tout cas ensemble jusqu'à 1h du matin. Au standard de cette libre antenne, Amandine et Hassan vous attendent et vous recevront comme toujours avec bienveillance. Bon, vos premiers mots seront pour eux, vos mots concernant vos amours, vos parents, vos amis, vos collègues ou encore vos défunts. Et ce que ces relations ont fragilisé ou au contraire vous ont apporté. Vous pouvez également prendre contact avec eux par mail à l'adresse internet suivante libreantenne@europe1.fr. Et si vous avez le souhait de réagir à nos échanges, par l'envoi d'SMS, c'est au 7 39 21 en faisant précéder votre message du mot nuit à écrire en lettres capitales. Et ce soir, c'est encore Fabrice qui m'accompagne et réalise d'une main de maître cette émission. Voilà. La libre antenne, c'est maintenant au 39 21. La libre antenne sur Europe 1, Catherine Blanc. Et bonsoir Bronia. Allô Bronia. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis heureuse de vous accueillir ce soir. Oui, je vous entends. Merci de m'accueillir. Je devais passer hier, mais je n'étais pas disponible jusqu'à 1h du matin. Voilà. Bon, écoutez, vous êtes la première et je suis ravie de vous entendre. Alors racontez-moi, quelle est votre histoire ? Moi, je n'ai pas d'histoire d'adoption, mais en écoutant l'émission, je pensais pouvoir contribuer parce que suite à une rencontre que j'ai faite d'une dame qui a adopté une petite fille, oui. J'avais écrit un livre et donc je voulais vous en parler parce que je pense que ça va dans le cadre de ce qui a été dit. Oui, parce qu'effectivement, nous avons fait plusieurs émissions, notamment une entière sur l'adoption, qui a eu un grand succès d'ailleurs, parce que nombre de personnes adoptées peinent à trouver leur place, et c'était une occasion pour elles de prendre la parole, et pour ceux qui vivaient avec des enfants adoptés ou qui ont adopté eux-mêmes. Alors vous avez été témoin, c'est cela, d'une histoire que vous voudriez nous raconter, que vous avez contée par écrit, hein, c'est ça, vous avez fait un livre. C'est un roman ou c'est un témoignage? Qu'est-ce que vous avez écrit? Attends, je vous ai coupé. C'est plutôt un livre d'enfant, mais qui peut être lu aussi par des adultes. Pour en fait, un livre d'enfant pour informer les enfants et notamment les enfants adoptés, c'est ça? Non. Non, c'est une histoire. C'est un livre, comment dirais-je, je crois qu'il est un peu poétique. D'accord. Je voulais d'abord, il s'agit d'une petite fille noire qui est adoptée par une dame. Moi, je pensais que le papa était de couleur, mais la dame m'a expliqué qu'elle est allée chercher cette gamine dans un orphelinat à Haïti. D'accord. Et donc, j'ai trouvé cette enfant très, très attachante. Et j'avais invité les deux à la maison et la dame m'a pas beaucoup parlé de... Bronia, excusez-moi, est-ce que vous bougez? Parce que comme ça coupe un petit peu, est-ce que vous êtes assise tranquillement pour me parler?
Peut-être pas assez. Alors, si je peux vous demander de vous asseoir, parce que sinon ça coupe et on est obligé de louper quelques syllabes, ce qui est inconfortable. Voilà, vous m'entendez mieux? Oui, je vous entends bien. Merci. Je vais essayer de ne pas bouger. Donc j'étais touchée par ce que j'avais vu et je m'étais demandé comment cette petite fille allait pouvoir réagir, comment elle venait, comment elle réagissait en arrivant à Paris. Et elle est Loin de son pays et des gens de sa couleur, c'est cela que vous vouliez dire, c'est ça? voilà. D'autant plus que sa maman, à table, en faisant allusion à la couleur, avait fait une plaisanterie très mauvaise, à savoir qu'elle devait laver sa couleur avec de la javel. Moi, j'étais sidérée et je n'ai bien sûr rien dit parce que c'était des invités. D'accord. Et suite à ça, je voulais écrire un livre, mais je n'arrivais pas tout de suite. Je voulais d'abord, parce que je pensais que cette petite fille allait arriver en pleurant. Elle allait pleurer parce qu'elle ne connaissait rien, ni au pays, ni à la langue peut-être oui. Elle ne connaissait pas son environnement, ni rien. Et finalement, je l'ai transformée petit à petit parce que j'avais du mal à exprimer ce que je voulais vraiment dire. Je voulais dire que cette petite fille, certainement, était accueillie avec amour, mais en tant que petite fille de couleur, aurait peut-être des problèmes. Puisque déjà la maman, elle avait fait une remarque. Parce que la maman et le papa étaient blancs tous les deux. Oui, tous les deux. D'accord. Alors, finalement, nous avons fait un livre, une amie et moi, une amie peintre et moi-même, qui est devenu, avec des images. Oui. Et on essaie de faire correspondre les images avec le texte, et qui est fini par être poétique. À savoir que la petite fille est accueillie avec amour à l'aéroport, qu'on lui montre sa maison avec les pièces et un peu bien arrangé, un chat et tout. Et mais que les parents qui l'aiment veulent la mettre en garde parce qu'elle aura à apprendre à se défendre en tant que fille de couleur, mais qu'elle ne doivent pas s'inquiéter, mais qu'il ne faut pas qu'elle s'inquiète parce que les parents sont là. Ça, c'est un peu poétique. Et donc, ça se termine, voilà, mange quelque chose, etc. Et donc, j'ai fini par le faire publier. Très bien. Et d'ailleurs, avec un peu de mal. Et ce qui m'a fait très, très plaisir, et c'est ce que je voulais vous raconter, c'est que pendant les vacances, j'étais dans un lieu où la femme de chambre, la femme de service, donc, était de couleur. Elle a vu le livre et je lui ai expliqué ce que je voulais faire. Alors elle m'a dit, mais je suis une fille adoptée. Je suis adoptée, je viens d'un pays d'Afrique et j'ai eu tellement d'amour que les remarques racistes que je peux avoir quand je fais mon service, eh bien, elles me passent au-dessus. Cet amour me protège. Et elle m'a expliqué également qu'elle se destinait à un métier dans l'enseignement parce qu'elle pense que la cohabitation peut s'apprendre à l'école. Bien sûr. Et elle se destinait à, comment on appelle ça, conseiller d'éducation. D'accord. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous raconter. Et donc cette petite fille, elle a été l'origine de votre envie d'écrire, mais vous ne l'avez pas suivie dans son évolution. Ce n'est que vous l'avez pas connue. Enfin, vous n'avez pas fréquenté.
Non, parce que j'ai perdu la maman de vue. D'accord. Je n'ai pas suivi son évolution, mais je crois qu'elle s'est bien développée parce que au début, comme m'a dit sa maman, elle avait des problèmes un peu de motricité, mais qui se sont arrangés quand elle était à l'école. Hmm. En tout cas, Et donc, Oui, pardon. oui, pardon. Non, allez-y, je vous en prie, terminez votre phrase. Et donc, mon ami peintre et moi, on a mis 1 an à faire ce livre parce que à Paris, c'est pas très facile de tenir le coup. Je ne prends rien aux personnes qui ont des projets. Mhm. Et on l'a fait avec des jolies couleurs. Voilà, on avait même des réunions couleurs pour que les couleurs aillent toutes ensemble. Et puis même, j'ai vu une petite fille qui était habillée comme on l'avait inventé. Voilà. D'accord. Alors, je vous remercie, Bruna, d'abord de ce témoignage et puis de ce qui a été la réalisation d'une œuvre que vous avez fait avec, inspirée bien sûr d'une histoire, mais aussi parce que touchée par une histoire. Oui. Et c'est vrai que la rencontre déjà de deux personnes étrangères, hein, une maman, un papa et un enfant, même quand il est de soi, ce sont des personnes étrangères. Mais comme une maman, quand son enfant est de son ventre, euh, bien des femmes d'ailleurs ont des sentiments d'étrangeté quand elles voient leur nourrisson. Et il y a un moment de Mhm. difficulté parfois pour accueillir son enfant. Et on a beau être très dans l'envie, très dans le désir d'avoir un enfant, eh bien c'est assez compliqué d'accueillir cet enfant qui est de toute façon autre que soi. Alors évidemment, comme vous le dites, et comme vous avez pu l'expérimenter, quand l'enfant est ô combien attendu, c'est-à-dire que c'est la maternité qui est attendue, mais pas l'enfant lui-même, et qu'on le cherche partout dans le monde et qu'on le ramène à la maison, il va de toute façon, plus que jamais, mais c'est déjà le cas quand l'enfant est biologique, il est lui-même. Et évidemment, cette petite fille, par sa couleur de peau, est ô combien plus manifestement elle-même. Et les mamans, parfois, voudraient tellement que ce soit un bout d'elle-même qui s'exprime. Mhm. Et évidemment qu'une Mhm. petite enfant noire ne lui renvoie que la différence, en tout cas dans un premier temps. D'où cette parole, effectivement, très malheureuse. Et ce que vous dites ensuite, c'est bien au-delà de l'adoption. C'est parce que là aussi, moi, je suis assez époustouflée, émerveillée de la force qu'a un enfant quand non seulement il est abandonné ou il a perdu ses parents, mais en plus accueilli par une nouvelle famille, qui plus est dans un nouveau pays, un nouveau climat, une nouvelle langue. Parfois, on lui change son prénom. Enfin, il y a de quoi vraiment en perdre le nord. Et la force qu'a un enfant pour vivre et survivre à ça et en faire une force de vie. Et comme vous le dites, Absolument. et comme vous le dites très bien dans votre écrit, enfin dans ce que vous avez voulu faire et que vous avez mis en image, et vous avez eu raison, puisque c'est bien dire parler de couleurs et mêler les couleurs, parce que c'est là que se fait la richesse, bien évidemment. C'est justement permettre à tous les enfants, qu'ils soient adoptés ou non, parce que c'est bien au-delà de l'histoire de l'adoption, c'est de pouvoir se donner le droit de trouver sa place, puisque si nous parlons par exemple de vous et moi, nous sommes issus d'une famille, de parents, et on pourrait se dire qu'on est donc très rassurés d'être sur notre territoire. Mais la Mhm. réalité, c'est que il nous appartient de nous émanciper de nos parents, d'être différents d'eux. Et évidemment Mhm. que ça ne plaît pas toujours à notre entourage, que l'on se manifeste différemment, parce qu'on est ou plus intellectuel, ou plus artiste, ou plus rêveur, ou plus enfin je sais pas, plus, moins, enfin, on n'est pas l'autre, on n'est pas nos parents. Et évidemment que ça amène souvent à une somme de critiques, Mhm. parce qu'on ne nous reconnaît pas, hein. Mhm. Et dans Pardon. Que c'est bien dit. Merci. Mais donc c'est pour ça que l'histoire de cet enfant adopté et de la problématique qui est amplifiée par la position de l'adoption et de la rencontre qui doit se faire entre un enfant et ses parents, un enfant et sa mère en particulier dans un premier temps, puis après un enfant et la société dans laquelle il va évoluer. Nous aurions tous tendance, pour évoluer dans notre société, d'adopter les us et coutumes. C'est ce qui fait d'ailleurs le plaisir de notre société de consommation, qui sait que nous avons besoin d'avoir telle marque sur nous, tel mot, telle connaissance, alors qu'on pourrait aussi imaginer que nous avons des choses à créer et à définir nous-mêmes sans se rallier à la masse en quelque sorte.
Mhm. Et donc votre histoire de cette petite fille, eh bien, c'est tout le combat de tout être humain, de cette petite fille bien sûr, mais de tout être humain, bien sûr d'une petite fille noire, mais c'est aussi, vous savez, à une époque, c'était les enfants, les roux par exemple, qui Ah oui. avaient la réputation d'être, enfin on disait que c'était qu'ils étaient enfants du diable, que c'était la marque du diable, Mhm. etc. Ou les Mhm. enfants qui avaient des taches de vin, ou comme si tout d'un coup il n'y avait qu'une seule norme acceptable. Mais ça raconte moins ce que l'enfant qui porte sa différence euh, et de fragilité éventuelle que la peur de l'autre, la peur de ne pas se reconnaître Ah lui-même. oui, 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 oui. Mhm. Voilà, donc je trouve joli que vous ayez fait ce travail qui est un travail de marraine. Vous me faites penser, vous et votre ami peintre, vous me faites penser aux bonnes fées. Vous savez, Oh, c'est gentil. oui, vous savez, qui donnent des sorts sur les enfants qui n'ont pas toujours eu les bons sorts et qui donnent des contre-pouvoirs à ces mauvais sorts en Et ouvrant une ouverture, en offrant une ouverture sur la vie et sur le grandir. c'est très gentil ce que vous dites. D'ailleurs, j'ai écrit aussi un conte sur, euh, sur des, qui s'appelle, comment ça s'appelle? Le cadeau volé des elfes, Mhm, dans lequel il est question d'enfants. Euh, enfin, les elfes donnent comment dire, je bafouille. Euh, euh, les elfes donnent aux enfants leurs dons, mhm. font cadeau de dons. Euh, ça peut être, Ah oui, c'est ça. alors, Et donc, vous avez vous-même des enfants, Bronia? non, j'en ai pas. Ben, je crois que c'est ce que vous... C'est très joli parce que ça ne m'étonne pas. Je m'attendais à ce que vous me répondiez cela parce que je crois qu'il y a quelque chose que vous réalisez dans vos créations et vous jouez un rôle de marraine, un rôle de fée sur les autres et sur les enfants à qui vous vous adressez. Et à cette occasion-là, vous participez de votre expression maternelle et donc vous réalisez aussi. Donc c'est un joli cadeau que vous faites au travers de votre écriture qui vous permet justement aussi d'accueillir tranquillement, doucement votre propre maternité. Je vous en félicite. Merci en tout cas de ce témoignage, Bronia. Je vous en prie avec plaisir. Merci pour votre accueil. Mais je vous en prie, passez une très très bonne soirée, Bronia. Merci, vous aussi. Au Au revoir. revoir. Envoyez vos messages à la libre antenne d'Europe 1 en tapant nuit au 7 39 21. 75 centimes plus coût du SMS. Bonsoir. Bonsoir, Séverine. Bonsoir. Bonsoir. Je- Bonsoir. Je suis un peu émue d'être à l'antenne Je comprends. et surprise d'être rappelée aussi vite parce que ça s'est passé très très vite. Donc je suis vraiment heureuse de vous parler. Eh bien, comme ça, on Voilà. vous prend à chaud. Vous avez votre histoire bien chevillée au corps. Donc, nous allons pouvoir Oui. ensemble voir de quoi il s'agit. Racontez-moi ce qui se passe, Séverine. Ben, il s'agit de ma fille qui est autiste, qui a 8 ans Oui. et que je me sens exclue, totalement exclue. Voilà. Parce que, alors, que je comprenne bien. Donc, vous avez une petite fille autiste. Oui. Et c'est votre seul enfant, c'est ça? C'est mon seul enfant, oui. D'accord. Vous vivez en couple? J'ai quelqu'un qui ne vit pas avec nous. Il a son propre appartement, mais il est souvent avec nous. D'accord, parce Voilà. que le papa de cette petite fille n'est plus avec vous. Non. Et il joue son rôle de papa auprès de cette petite fille ou pas du tout? Mais oui, il la prend le week-end, oui. Le D'accord. week-end. D'accord. Oui. Et alors, quand vous dites que vous vous sentez seule, donc vous avez quand même un homme dans votre vie, vous avez Oui. le papa de cet enfant qui prend à sa charge au moins le week-end son enfant. Donc, qu'est-ce que vous voulez me dire par là en termes de solitude? Disons que ce soir, je me suis sentie très, très blessée. Énormément blessée. Parce que j'ai vu sur Facebook que
que mes cousins venaient de faire une cousinade, un week-end cousinade. Mhm. Et l'année dernière, j'étais parmi eux. Et cette année, personne ne m'en a parlé. Et j'ai senti... ça m'a fait très mal. Ça Et- m'a fait énormément mal. C'est-à-dire que cette cousinade s'est faite l'année dernière et vous n'y êtes pas allé Oui. de... Si, l'année dernière, j'y suis allée, mais cette D'accord. année, je n'ai pas été mise au courant. D'accord. Et on met des photos, sachant très bien que je peux le voir. Et ça m'a énormément blessée. Ça Je m'a com- énormément blessée. Je comprends. Et comment ça s'est passé l'année dernière? Bah, très bien, mais mon enfant n'était pas là. Elle était chez son papa. D'accord. Et vous avez le sentiment qu'on ne vous a pas invité parce que votre enfant y serait cette fois-ci? Non, c'est pas ça. Je pense que mes problèmes personnels les dérangent. Ils ont leur petite vie très bien rangée. Mhm. Et quelqu'un qui a eu mon passé, ça ne les intéresse pas. Et alors, Voilà. votre passé, vous ne parlez que de votre enfant ou il y a d'autres choses qui sont censées alourdir Le passé que j'ai eu avec son papa, D'accord, parce que quel était-il? ça a été très compliqué. Ça a été très très compliqué. J'ai eu une grosse comment dire ça. Il y avait de la perversion, Mhm. énormément de perversion. J'ai été rabaissée, énormément rabaissée. Mhm. Et c'est moi qui suis partie quand elle allait avoir 2 ans. D'accord. Elle allait avoir 2 ans. Oui. D'accord. Et le fait de vous sentir rabaissé, vous avez essayé d'échanger là-dessus et vous avez vu qu'il était intraitable là-dessus, c'est-à-dire que c'était son mode de comportement et de fonctionnement avec vous. Oui. Pour Ça ressemble à de la violence. Oui, bien sûr, vous avez raison. C'est de la violence qui aurait pu m'amener jusqu'à la mort, puisque j'ai quand même fait une grossesse extra-utérine, qu'il n'a pas voulu intervenir. Il ne voulait pas que j'appelle les pompiers ni le SAMU. Il voulait pas m'amener au médecin. Et quand il m'a quand même amené au médecin, il me restait un quart d'heure à vivre. Mhm. Donc, il a failli me faire mourir, oui. D'accord. Donc il y a eu une première grossesse extra-utérine et c'est après que vous avez été enceinte? Non, c'est après ma fille que j'ai fait cette D'accord. grossesse extra-utérine. Ma D'accord. fille avait 1 an. D'accord, très bien. Bien. Et alors donc aujourd'hui, est-ce que cet homme, puisque vous dites qu'il avait un comportement agressif et d'ordre pervers, est-ce qu'aujourd'hui vous le trouvez assez équilibré quand même pour s'occuper de votre enfant? Pour s'occuper de ma fille, oui. Par contre, moi, il va toujours chercher à me faire du mal. Mhm. À me faire du mal. Et il ne s'est pas remis en couple? Si. Mais malgré tout, vous êtes celle à qui il veut faire du mal? Mais malgré tout, je pense que je suis toujours son bouc émissaire. D'accord. Alors, si vous permettez, éloignons-nous un instant un peu de cette histoire et racontez-moi un peu comment votre vie fonctionne dans votre vie avec vos parents, avec votre fratrie peut-être, votre famille en Alors, général. je n'ai ni frère ni sœur. Oui. J'ai mes parents qui font de leur mieux pour ma fille, mais ils n'arrivent pas à la garder seule. Il faut que je sois là. D'accord. C'est-à-dire que je peux pas me permettre de dire gardez-la pour ne serait-ce que pour une nuit. Non, ce sera pas possible. Même un après-midi, si je ne suis pas là, non. Ce que vous ne comprenez pas? Pardon? Ce que vous ne comprenez pas? Ah si, je le comprends, je le conçois tout à fait, parce que ma fille est très très compliquée à vivre. Mhm. Je le conçois tout à fait, parce qu'elle a un fort caractère en dehors de son autisme, et les crises peuvent être vraiment énormes. Donc je conçois. Mhm. Je sais qu'ils font de leur mieux. Oui. Ils m'aident autrement, mais par contre, ils ne peuvent pas la garder seule, et ça, je le conçois. Mhm. Je le conçois. Et quant à votre vie, quand vous avez grandi avec ses parents, comment vous vous êtes sentie aimée, entourée, encouragée? Très, 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 très aimée. Très aimée. D'accord. Très, très aimée, très, très choyée. Dans un petit monde ouvrier, mais très heureuse.
Mhm. Très, très heureuse. Oui. Et votre vie amicale, sociale? Alors, ma vie amicale avant était totalement remplie. Oui. J'avais énormément d'amis. Je faisais du théâtre, je faisais de l'écriture, je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mhm. J'avais énormément d'amis. Et là, je recommence à me faire de nouveaux amis. Je fais d'autres activités, mais les amis d'avant, je n'en ai plus. Mhm. Je Alors, n'en ai plus. qu'est-ce qui a fait la fracture comme ça? Puisque vous semblez me dire que... Qu'est-ce qui a fait la fracture? Toujours pareil, je pense que le fait d'avoir eu trop de soucis, les gens m'ont tourné le dos. Alors, ce qu'on peut évidemment comprendre, c'est pas très charitable, ça c'est sûr, mais on peut comprendre que les gens ont peur, vous savez, ils ont peur de la maladie, ils ont peur de la mort, ils ont peur des Oui, problèmes. Donc, les gens ne veulent pas voir un mort parce qu'ils ont le sentiment que ça va les plonger dans la mort. Ils veulent pas voir des gens malades parce qu'ils ont le sentiment qu'ils vont être contaminés. Ils veulent pas voir des gens qui ont des problèmes ou qui sont déprimés parce qu'ils ont le sentiment qu'ils vont être déprimés. Et autant vous oui, dire que s'ils ont ce sentiment-là, c'est parce que justement rôde en eux la peur du problème, la peur de la mort, la peur de la maladie. Et donc tout ce qui ravive cette peur, eh bien, ils tournent le dos à ce qui ravive cette peur pour ne pas être atteint en quelque sorte. Il y a quelque chose d'un peu étrange chez chacun d'entre nous, c'est que on a toujours peur d'une certaine contamination que peut oui. entraîner l'autre en quelque sorte. Mais Et évidemment, pourtant, moi, je suis là pour tout le monde. J'écoute les malheurs de tout le monde. Je fais de mon mieux pour donner de mon temps à tout le monde. Mais je m'aperçois que rares sont les personnes qui sont là pour moi. et oui, mais alors c'est sûr, c'est sûr, on est toujours bien triste de voir que on fait aux autres ce qu'on voudrait qu'on nous fasse, et les autres Mm. finalement, à part user de notre qualité, et bien dès lors qu'ils vont bien, je dirais même que plus ils se sont confiés quand ils allaient mal, plus ils vous fuient quand ils vont bien, parce qu'ils ne veulent pas fréquenter qui sait ou qui a la mémoire de leurs moments difficiles. Donc ça ne rapproche pas nécessairement les gens. Mais, Ouais. mais quel soin vous accordez? Parce qu'il y a ce que les autres ont fui, mais il y a aussi vous qui pouvez vous donner de la valeur. C'est-à-dire que dans cette histoire de cousinade qui ne vous invite pas, et c'est vraiment ou méchant ou sot de pouvoir de publier des photos en sachant qu'une personne n'a pas été invitée Oui, de oui, la oui. famille. Ouais. Donc, qu'est-ce que dans cette cousinade, y a-t-il des gens que vous aimez, avec qui vous entretenez des relations régulières, avec que vous appelez? Il y a eu mes cousines avec qui j'ai partagé toute mon enfance. Parce que avant, les week-ends, c'était tout le temps en famille. J'ai d'énormes souvenirs de ce qu'on a fait. Et je me vois rejetée. Et ça, j'ai du mal à le concevoir. Mais alors, on J'ai du mal. n'est pas rejeté comme ça. C'est-à-dire, quand les relations se font et se font de qualité, on n'est pas rejeté. C'est parce que, est-ce que quand vous êtes ensemble, vous n'arrivez peut-être pas à laisser de côté un peu la partie qui peine? Alors, ça ne veut pas dire qu'il faudrait toujours jouer la comédie du bonheur, bien sûr. Mais si, parce que je vois l'année dernière, j'ai vraiment pas parlé de tous mes soucis. Je suis pas quelqu'un qui va parler tout le temps des problèmes de ma fille. Je vais plutôt chercher à la valoriser, dire qu'elle fait des progrès. Je vais pas me plaindre. Mhm. Voilà. Et mon passé, j'en parle très très peu. Mhm. Alors, est-ce qu'on ne peut pas considérer que on est blessé, c'est une chose, mais qu'on peut envoyer un petit message à la cousine ou au cousin avec qui on s'entend le mieux en disant j'ai été un peu blessée, je n'ai pas bien compris pourquoi je n'avais pas été invitée. Moi, je préfère qu'on n'en parle pas. Mais par contre, s'il me souhaite mon anniversaire ou un truc comme ça, je ne répondrai plus. Alors, ce que vous venez de dire est important. Si vous permettez, on fait une petite pause et on revient là-dessus. D'accord ? Oui. À tout de suite, Oui. Séverine. À tout de suite. Laissez vos messages à la libre antenne d'Europe 1 au 39 21, 50 centimes la minute. Séverine, vous êtes toujours là ? Oui. Ah, vous avez une voix tout d'un coup bien énergique.
Euh, donc il y avait l'émotion de la prise d'antenne et puis maintenant, voilà, vous êtes habitué Oui, maintenant. oui, Alors, voilà. je vous disais que c'était intéressant ce que vous étiez en train de dire, parce que vous disiez que je vous proposais de pouvoir appeler quelqu'un que vous auriez dans votre cœur, un peu dans cette cousinade, pour dire que vous aviez été blessé, choqué. Vous avez dit que vous préfériez attendre et que lorsque l'on vous fêterait votre anniversaire, vous ne répondriez pas. Oui, Et en fait, là, il faut que vous soyez vigilante, Séverine, parce que vous mettez exactement en œuvre ce qui va justement entraîner un rejet, puisque ils ont certainement, alors la personne qui n'a pas invité, il y a ceux qui ont été invités qui ne savaient pas que vous étiez invité, eux ne sont pas du tout responsables, euh, même si effectivement ils auraient pu voir votre absence et s'en étonner, poser la question, peut-être mm, vous téléphoner, etc. Donc ils sont otages un peu d'une situation et puis ils ont peut-être été un peu minables, un peu sur la question derrière par lâcheté peut-être. Les groupes humains, vous savez, sont curieux, on adhère les uns mm, aux autres, pas parce qu'on n'aime pas l'autre, mais parce qu'on a peur d'être celui qui ne va pas être aimé. Alors on reste avec ceux qui dirigent en quelque sorte une sorte d'agressivité contre celui qui est absent. Donc oui, le fait est qu'il y a donc une personne qui est à l'origine de l'oubli volontaire ou non, ceux qui après adhèrent par lâcheté ou non, par méchanceté peut-être, et puis il y a ceux qui vous fêteront ou pas votre anniversaire, et si vous mettez à ne pas répondre, vous allez abonder dans leur sens, à savoir que vous êtes une fille compliquée, que vous n'êtes jamais contente, que quand on vous fait du bien, eh bien vous ne répondez pas, au lieu d'être courageuse et de répondre et de dire bah, je suis contente de t'entendre parce que j'ai été assez blessée de ne pas être à la cousinade, d'avoir été un peu mm, en marge, et je suis mm, ravie de t'entendre parce que c'est la preuve que je suis pas si exclue que que je le oui, pensais. Vous voyez, oui, c'est une autre façon de voir les choses. Parce que si vous mm, commencez à dire ben, je répondrai pas, vous croyez quand même pas qu'ils vont se fatiguer 1000 fois. Il faudrait qu'ils aient 3 tonnes de doses de culpabilité, ce qui n'a pas l'air d'être vraiment le cas, pour mm. qu'ils insistent et réinsistent et réinsistent. Vous deviendriez, étiqueté par eux, mais avant cela par vous-même, la fille à problème. Non, mais de toute façon, il n'y a pas que. Comment vous dire? Cette chose-là, je la vis au quotidien. Dès que quelqu'un voit ma fille, voit les comportements qu'elle peut avoir à l'extérieur, j'en souffre. Que ce soit un étranger ou que ce soit quelqu'un que je connaisse, je souffre énormément du regard des gens. Ben oui, je comprends. Et je comprends parce que pour les gens, quand ils voient quelqu'un de différent et quelqu'un d'agité, comme peut-être un enfant autiste, euh, évidemment, ils sont surpris et ils observent, vous savez, ils observent un peu. On a tous Mm. un côté extrêmement voyeur. Ils essaient de savoir si c'est simplement d'abord un enfant mal élevé, du coup peut-être une maman qui a mal élevé son enfant. Oui, Et c'est ça. Je passe pour ça, pour une mauvaise mère qui n'a pas su l'élever. Et en fait, je n'y peux rien. mais bien sûr, J'essaye de lui inculquer les bonnes choses, mais bien sûr. je n'y arrive pas. Oui, et puis on ne peut pas se balader avec une pancarte en disant je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais mon enfant est autiste et Mais il n'a pas les codes de c'est la c'est société. un peu ce que je fais chaque fois. Mm. Chaque fois qu'elle a un comportement qui n'est pas normal, et j'en ai marre, mais je me sens obligée à chaque fois de dire excusez-la, elle est autiste, c'est pour ça qu'elle a pas un comportement décent, quoi. Mm. Et oui, et pour Je passe mon temps à faire ça. bien sûr, et que c'est un peu comme si vous passiez votre temps effectivement à vous excuser et à vous excuser de qui vous avez Oui, mis au c'est ça. monde en quelque sorte, bien C'est sûr. ça. Je m'excuse, voilà. Oui, et vous n'êtes pas en faute, vous n'êtes pas coupable, et vous portez dignement la charge de l'éducation de cette petite fille, auquel vous-même vous ne comprenez pas grand-chose et vous apprenez au quotidien à trouver les codes et les Ben fonctionnements oui. de Eh communication ben avec oui. elle, bien sûr, Eh ben oui. bien sûr. Et puis, depuis qu'elle est en IME, bah, c'est de plus en plus compliqué parce qu'elle est beaucoup dans le, elle mime les autres en fait. Mhm. Oui, Elle donc, mime les autres. C'est-à-dire qu'avant, elle faisait pas des crises aussi énormes que maintenant. donc elle les mime, donc elle les ridiculise, c'est ça que vous voulez dire? Non, non, c'est pas ça. C'est qu'elle va pousser les mêmes cris que les autres. Elle va faire les mêmes crises que ce qu'elle voit. D'accord.
Oui, bah donc ça veut Voilà. dire qu'elle n'est pas la seule à faire des crises. Donc vous voyez bien. Et les Ah autres, non, c'est non, parce qu'ils non, sont ah mal non, élevés. non, non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tandis qu'elle, c'est parce qu'elle est Mais autiste, alors que les autres, c'est parce qu'ils sont mal élevés. Vous voyez ce que je veux dire? oui. Voilà, donc ce qui est évidemment que c'est difficile parce qu'un enfant autiste est un enfant qu'on ne maîtrise pas. D'ailleurs, on ne maîtrise aucun enfant, mais un enfant autiste a fortiori. Et là, Ah oui, c'est, voilà, c'est fatigant, c'est fatigant. bien sûr. Alors quand certaines personnes me disent comment ça se fait que tu travailles pas, mais j'ai envie de leur dire mais vivez une seule journée et vous verrez si vous avez la force de travailler à l'extérieur, quoi. Mhm. Parce que votre enfant, elle est actuellement dans une école spécialisée ou elle est dans Oui, une... Oui, 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 elle est en IME, oui. d'accord. Et du coup, ça vous laisse combien de temps de libre? C'est-à-dire elle a une Bah, journée longue scolaire ou... ça, ça me laisse jusqu'à 17h le soir, sauf le mardi où elle arrive à 15h. Mhm. Voilà. Et alors évidemment, je comprends très bien que ce soit difficile d'avoir à porter un enfant qui est un enfant en général est une charge, hein, bien sûr, mais un enfant Mm. autiste d'autant plus. Ceci étant, non pas parce qu'il vous faudrait travailler pour travailler, mais travailler, c'est aussi vous ouvrir vers d'autres. Et j'ai le sentiment, Séverine, que oui, au-delà enfin, qu'il y a quelque chose qui a renoncé à vivre et prendre sa place. Et finalement, le monde, la société ne fait que vous le Si, parce que je me suis mise en beaucoup d'activités. Oui. Je fais beaucoup de choses depuis qu'elle est rentrée en IME. Mhm. J'ai découvert beaucoup de choses comme la sophrologie, la réflexologie plantaire qui me font énormément de bien. Mhm. Mais que vous faites en tant Un que atelier patiente? de cuisine. Que vous faites en tant que patiente ou Non, que non, vous non, apprenez non, pour le... non, 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 c'est dans un centre social où on fait beaucoup d'activités, où je me suis ouverte à beaucoup de choses. Mhm. Voilà. Mais pour pratiquer J'ai ou pour le recevoir? La- Alors, pour la réflexologie plantaire, je le pratiquais sur une autre et Oui, après, c'était à tour de rôle. Voilà. d'accord, d'accord. Et la sophrologie plantaire, en fait, non, La je veux dire, sophrologie. Oui, oui, excusez-moi, la j'avais compris. sophrologie, J'avais compris. la sophrologie, voilà, on la pratique. D'accord, d'accord. Oui, alors Séverine, il y a quand même quelque chose, c'est que votre enfant, bien sûr, il est issu de vous, il est sorti de vous, mais il n'est pas vous. Oui. Sa défaillance n'est pas votre culpabilité, n'a pas lieu d'être votre culpabilité. Vous ne pouvez apporter que ce que vous pouvez Et apporter. pourtant, son papa me l'a reproché. Et oui, parce que comme un bébé sort du ventre d'une maman, on a le sentiment que c'est elle Mm. qui ne l'a pas fabriqué comme il aurait fallu Ah le ben fabriquer. oui, il m'a dit, moi je vais parfaitement bien, mes autres enfants sont en parfaite santé, donc c'est forcément toi. Voilà, D'accord. Bon, voilà ce qu'on m'a dit. c'est une réduction un raccourci un peu rapide, hein, peut-être. Mais bon, comme vous voyez, chacun essaie de se protéger de la Oui. responsabilité qui est la Mm, sienne. Et chacun préfère tourner le dos à ce qui pose problème et qui risquerait de mm, mettre en évidence sa propre fragilité, mm. ses propres doutes, laideurs, etc. Mais à cela, si en face, vous êtes celle qui est l'éponge à ça et qui déjà s'est désignée comme étant coupable, s'est désignée comme étant rejetée et ne cherche pas à passer l'éponge, c'est-à-dire à passer outre, bah, tiens, j'ai été blessée de ne pas être invitée, mais je veux croire que ce n'est qu'une fois et la prochaine fois, je serai heureuse d'être parmi vous si vous le voulez bien. Si vous n'avez pas la simplicité de dire ça, vous donnez matière à être la fille à problème. Si vous souffrez exagérément de cela, vous leur donnez matière à vous faire du mal. En fait, enlever le pouvoir à l'autre de blesser, c'est pouvoir se proposer des choses à soi-même. C'est se projeter dans une capacité à faire fi des uns pour rencontrer et trouver les autres. Or, si vous êtes aujourd'hui dans des activités, dans des centres sociaux, eh bien justement, vous rencontrez de nouvelles personnes, vous faites de nouveaux Ah amis. oui, Et oui. voilà. Et du coup, c'est pour vous l'occasion d'emmagasiner de nouvelles relations, de nouveaux possibles, qui ne se réduisent pas, parce que dans les centres sociaux, ça peut être aussi beaucoup des gens qui ont des problèmes, mais justement pour que vous sortiez les uns et les autres des problèmes, et non pas pour que vous vous reconnaissiez avec vos problèmes, et que du coup, Oui, vous tout vous à y fait. réduisiez. Tout à fait, mais on n'en parle pas de nos problèmes. Oui.
Voilà, on n'en parle pas. On n'en parle pas. C'est des gens simples Mhm. qui m'ont tout de suite accepté, avec lesquels je me sens très très bien. Et ça me fait un bien fou de me retrouver. Voilà, je pourrais pas me passer de ces activités-là. Eh bien, c'est super, c'est super. Et il faut que ça Oui, vous donne de l'énergie et il vous faut aussi, pas seulement vous réaliser dans le lien aux autres et ce que vous faites ensemble, mais aussi être créative. Et vous avez besoin d'être créative parce que comme vous portez la culpabilité d'avoir créé un bébé pas parfait, eh bien, créer des choses est une façon aussi de réparer l'idée que vous vous faites de vous. Parce qu'il ne faut pas ben, tout mélanger. j'étais très créative avant. Eh bien, Avant. il va falloir que vous retrouviez, Séverine, le chemin de la créativité et que ce lieu où vous rencontrez des gens qui ont chacun leur vie, qui les ont amenés ici pour retrouver un élan, pour apprendre des choses, pour s'ouvrir vers de nouvelles choses, eh bien, il faut que vous puissiez vous appuyer là-dessus, mais pour prendre un élan vers l'extérieur et pour prendre un élan vers cette créativité qui est en vous, pour ne pas vous réduire, vous êtes toute jeune, vous avez 40 ans, vous ne pouvez pas vous réduire à simplement une femme qui a échoué dans sa maternité et qui du coup euh, n'a plus de possibilité de créer des choses belles, des Mm, choses qui peuvent mûrir joliment. mm. Votre enfant d'ailleurs fera son parcours comme elle le pourra et elle pourra avoir même une vie très jolie. Il suffit simplement qu'elle ne soit Ce serait ma fierté si elle y arrivait, bien sûr. bien sûr, mais à la Bien fois, il faut sûr. que ce soit la sienne. Il faut pas que, et sur non plus ses épaules, le devoir de rassurer sa maman, mais pour elle, trouver son lieu de vie, son lieu d'expression, son autonomie tant que faire se peut, quand bien même elle serait différente. Mm. Voilà. Oui. Donc je crois, Séverine, que ne vous focalisez pas. J'entends bien que c'était une blessure récente là que vous avez eue en voyant ces Oui, oui, photos. oui, ben c'est arrivé aujourd'hui. Oui, voilà, donc c'est tout Donc frais. voilà, Mais ça m'a fait mal, mais moi je sais comme ça, demain il n'apparaîtra plus rien parce exactement. que Voilà. j'ai tellement de force de caractère Je n'en depuis tout ce qui m'est arrivé Je n'en doute pas, Séverine. que maintenant, et ben voilà, ça passe très très vite. Si Ab- un jour ça va pas, le lendemain ça va. Voilà. Absolument, absolument. Donc, vraiment, faites-vous confiance. N'oubliez pas ce caractère qui vous a permis d'accompagner une petite fille aussi difficile que puisse être l'autisme. Et ne pas laisser les Mhm. gens qui vous oublient vous effacer. Vous existez toujours et vous êtes pleine de créativité, pleine de force. Donc, D'accord, accordez-vous tout cela. d'accord. Je vous souhaite une très jolie soirée et ne fermez pas la À vous porte à aussi. ceux qui reviendraient vers vous. D'accord, très bien. Je vous remercie. Bonne soirée, au Bonne revoir. soirée à vous aussi. Au revoir. Sur Europe 1, Catherine Blanc vous écoute et vous accompagne. Il est minuit, vous écoutez Europe 1. Et les informations sont présentées par Sophie Tussaud. Bonsoir Catherine, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, une 12e victoire pour Rafael Nadal à Roland-Garros. Nadine Morano dédramatise le soutien des élus de droite à Emmanuel Macron et le succès de la première Gay Pride en banlieue. Europe 1. Il règne désormais sans égal sur Roland-Garros. Rafael Nadal a triomphé ce dimanche après-midi pour la 12e fois sur la terre battue de la Porte d'Auteuil à Paris. L'Espagnol a battu en finale l'Autrichien Dominic Thiem en 4-7, 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 et je vous propose de l'écouter. C'est vraiment incroyable. Je ne peux expliquer. C'est vraiment incroyable. C'est un moment très très spécial pour moi. Je vous dis merci beaucoup à tout le monde. Merci. Je vous dis merci beaucoup à tout le monde qui est fan de ce tournoi, le meilleur tournoi du monde. Merci beaucoup. J'espère de retrouver la prochaine. Merci beaucoup. Rafael Nadal chez nos confrères de France 2 et le vainqueur sera ce lundi matin. L'invité exceptionnel de Nico Saliagas à 7h45 sur Europe 1. Interview exclusive en radio. Autre victoire à Roland-Garros ce dimanche, celle en double de Kristina Mladenovic qui passera numéro 1 mondial ce lundi. Europe 1. Radio officielle de Roland-Garros.
La crise se poursuit chez les Républicains. 72 élus de droite et du centre ont apporté leur soutien à Emmanuel Macron. Invité ce dimanche du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, l'eurodéputé Les Républicains Nadine Morano a minimisé la portée de ce soutien. Vous appelez ça une fuite, j'appellerais ça plutôt une désertion, mais qui est faible au regard des effectifs, du nombre des élus locaux dont la droite dispose. Moi, j'ai vu ces maires qui étaient déjà en retrait depuis un certain temps et qui, depuis 2017, après la chute de François Fillon, s'étaient quand même largement désengagés du parti. Donc, vous me parlez de personnalités qui signent, et j'allais dire re-signent, une tribune, donc c'est vraiment du recyclé, pardon, mais c'est un signal politique d'un moment où nous sommes dans une situation un peu compliquée, c'est vrai. Mais c'est là aussi que se révèlent les personnalités. Vous savez, moi je suis pas du genre à déserter ma famille politique parce que nous traversons des difficultés. Là j'entends, oh là là, c'est les élections européennes, on a l'impression qu'on a traversé le cataclysme. Oui, nous avons fait un très mauvais score, il faut en tirer les conséquences et voir comment nous allons nous projeter dans l'avenir. Nadine Morano, invitée du grand rendez-vous européen. Et Valérie Pécresse, qui a quitté cette semaine le parti, n'est pas d'accord avec ce soutien à Emmanuel Macron. La présidente de la région Île-de-France y voit l'urgence de construire une droite moderne et elle affirme rester dans l'opposition. Un enfant tué et un autre entre la vie et la mort en Bretagne. Ils ont été fauchés par un chauffard à Lorient. L'homme était en fuite après un refus d'obtempérer lors d'un contrôle classique. Il a abandonné son véhicule et est actuellement activement recherché. Près de 3 jours après le chavirage d'un bateau de la SNSM qui a causé la mort à 3 sauveteurs en mer, une marche silencieuse aura lieu ce lundi matin au Sables d'Olonne à 10h30. Hommage aux marins décédés. C'était ce dimanche la première Gay Pride en banlieue, une marche des fiertés dans les rues de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Une initiative prise par des étudiants pour lutter contre l'homophobie et la stigmatisation dans les quartiers. Elle a rassemblé plus d'1 millier de personnes. Un succès pour une première, selon Yanis Kamès de l'association Saint-Denis Ville au Cœur. De la fierté, tout simplement, de la fierté. Ça s'est super bien déroulé, il n'y a eu aucun accrochage et ça montre à quel point il y a de la stigmatisation et ne sont pas justifiées concernant la LGBTQI+ phobie en banlieue populaire. Aujourd'hui, on est là pour dire que déjà on existe, les LGBTQ de banlieue populaire sont présents et il faut qu'ils soient visibles et qu'ils sont fiers aussi d'être banlieusards. Quel message vous auriez pour ceux qui n'ont pas encore fait leur coming out, qui vivent en banlieue et qui auraient peur de le faire? Maintenant, vous pouvez vous rattacher à une communauté, à un événement qui est porté par des gens qui vous comprennent, qui vous ressemblent et qui sont là pour vous accueillir, vous comprendre et vous écouter et essayer de vous aider. Yanis Kamès de l'association Saint-Denis Ville au Cœur répondait à Théo Manval pour Europe 1. Un mot de rugby, Clermont rejoint Toulouse en finale du championnat de France. Les Auvergnats ont battu Lyon 33-13. Les deux équipes s'affronteront pour le titre samedi prochain à Bordeaux. Et puis en football, Coupe du Monde féminine. Et l'Angleterre réussit son entrée dans la compétition après avoir battu l'Écosse 2-1 à Nice. La météo, Valérie Darmon, ce lundi, le temps sera mi-figue, mi-raisin. Et oui, dans le nord-ouest, temps instable dès les premières heures du jour avec des averses qui se multiplient au fil de la journée. Dans l'est, le ciel qui devient rapidement menaçant avec des averses qui se renforcent aussi dans l'après-midi en prenant un caractère orageux très marqué, surtout si vous habitez sur le Grand Est et notamment sur les reliefs. Dans le sud-ouest, gris et en soirée, une tendance orageuse marquée des Pyrénées au Limousin. C'est un peu la tendance du jour. Près de la Méditerranée, un temps beaucoup plus sec mais pas toujours ensoleillé. Les températures de l'après-midi entre 14 à Aurillac ou encore Saint-Brieuc et 28 à Marseille et à Nîmes. Et le matin entre 8 à Brest et Nantes et 19 degrés par exemple sur l'île de Beauté ou encore 18 à Montpellier. Merci Valérie Darmon, vous êtes sur Europe 1. Il est minuit passé de 6 minutes et c'est la suite de la Libre Antenne avec Catherine Blanc. Elle accompagne vos nuits. La Libre Antenne, Catherine Blanc sur Europe 1. Nous sommes toujours ensemble sur cette libre antenne d'Europe 1 jusqu'à 1h du matin. Alors il est donc encore temps de se parler, d'échanger,
de profiter de cet espace de liberté au 39 21. Amandine et Hassan vous accueilleront. La libre antenne sur Europe 1, Catherine Blanc. Et je reçois maintenant Judith. Bonsoir Judith. Oui, bonsoir. Alors, je dois... comment dire? D'abord, je vous remercie. Mais je vous en prie. Et c'est très aimable à votre collaborateur dont je ne connais pas le prénom. Hassan. Hassan, voilà. À qui j'ai dit qu'il allait me falloir du courage, beaucoup de courage. Alors prenez votre élan tout doucement, je suis là, je vous accueille. Et je lui ai signalé que je souhaitais passer incognito et donc j'ai choisi un prénom. Alors c'est très étrange parce que je n'ai pas choisi n'importe quel prénom. Je crois que je n'ai jamais rencontré qui que ce soit qui se prénomme Judith ou alors j'oublie. Mais je pense que ça aurait pu être un prénom que ma mère m'aurait donné, voilà. Donc j'ai essayé de ne pas être dans voilà. Pour que ça vous ressemble un tant soit peu, pour que quand je vous parle et que je vous dis Judith. Oui, c'est pas tant que ça me ressemble, c'est que voilà, je ne veux pas, j'ai horreur de l'imposture, voilà. Mais que si vous m'appeliez vraiment par ce qui m'identifie, je serais, je ne pourrais pas être totalement libre de votre parole. Dans ce que, oui, absolument. Voilà. Alors racontez-moi, Judith. Donc, que se passe-t-il? De quoi voulez-vous me parler? Franchement, Judith, oui, parce que je crois que mon nom de baptême m'a été donné tout simplement par mon père. D'accord. Et qu'avec mon père, c'est une longue histoire, peut-être. Mm-hmm. Mais enfin, c'est pas ça que je souhaitais exprimer, c'est tenter que je ne sais pas nommer ce qui m'arrive depuis longtemps. Oui. Et que vous arrive-t-il alors? Essayons, sans nommer, essayons de voir qu'est-ce qui fait votre... Oui, parce que nommer, peine. Évidemment, c'est toujours pareil. Hein. C'est donner une réalité à la chose. Hein, oui. Et vous voyez, jusqu'à présent, on ne parle que de ça. Hein. C'est-à-dire, vous donnez un nom d'emprunt, vous protégez comment votre père vous a nommé, et là, vous n'arrivez pas à nommer ce qui vous arrive. Bien sûr. Alors, tout au long de ma vie, par des gens proches, d'abord ma famille, élargie évidemment aux tantes, et surtout un oncle qui a été fondateur, mes frères, et puis ce sera des amis intimes, des gens très importants, fondateurs, qui me prénommeront par ce diminutif qui signe mon identité, mais pas du tout mon prénom mon nom de baptême, dans lequel je ne me reconnais pas. D'accord. Je m'y suis reconnue, oui, dirons-nous, sur un plan professionnel et social. Mais bon, voilà, ce n'est qu'une signature sur un plan professionnel et social avec le patronyme. Voilà, donc ça ne fonctionne qu'avec le patronyme. D'accord, donc le diminutif racontait le lien d'amour. Le lien avec le lien d'amitié, le lien de confiance, surtout le lien de confiance. Bien sûr. Le lien d'amitié, le lien d'amour, oui, d'amour, d'abord. Il sonne étonnamment bien, quoi. C'est le premier grand amour de ma vie aussi qui m'appellera comme ça. Donc, quand vous dites comme ça, c'est le nom que nous ne connaissons pas. Hein, c'est l'autre que vous protégez. Hein, c'est ça? Oui, je me protège moi-même, bien entendu. Alors, dites-moi alors justement, qu'est-ce qui faisait votre appel ce soir? Je ne sais pas comment le nommer, je dirais vertige existentiel. Et juste après que Hassan ait pu peut-être percevoir des larmes, parce je suis revenue à 20h chez moi, j'ai pas décollé de la table où je me trouve, qui fait bureau, tout, enfin bon bref, avec un chandelier, voilà. Et j'avais ce mot qui m'est revenu, et d'ailleurs que j'ai exprimé dans une lettre à quelqu'un qui m'est revenu par recommandé, et j'ai exprimé que j'étais étrangère à moi-même, éteinte. Alors, en ce moment ou depuis longtemps?
Je crois que ça commence à faire. Mhm. Alors, c'est-à-dire, ça commence à faire, on parle en semaines, en mois, en années, en dizaines d'années? En année, on va dire. D'accord. Et y a-t-il eu un événement particulier pour être devenue étrangère à vous-même? Alors, il y a 2 événements, mais je ne suis pas sûre. Alors, j'ai exprimé à Hassan, que je remercie encore pour la confiance qu'il m'a faite, qu'il n'y a plus de vivant dans mon existence. Mhm. Il n'y a plus personne de vivant. Et donc, donc, ça veut dire qu'il y a une année, vous avez perdu la dernière personne de votre entourage? La dernière, c'est mon père, Mhm. qui a duré le plus longtemps, à 95 ans. Il est parti, il est décédé mort en 2016. D'accord. Et d'une longue maladie, ce qui fait que vous l'avez vu partir ou soudainement? Non, Non. non, non, je n'ai pas voulu le voir partir. D'accord. C'est lui qui m'a demandé d'être là. Je n'ai pas souhaité être là. Et vous, Il m'a rappelé à mes devoirs de fille. Or, depuis 2010, attendez, non, depuis 2005, il ne souhaitait plus me voir. C'est l'année de la disparition de ma mère. donc, c'est lui qui ne souhaitait plus vous voir à la mort de votre mère Me voir. et qui vous Et quelques appelle? mois avant sa disparition, voilà, il a fait savoir avec une personne avec avec laquelle il était en présence au téléphone. Bon, j'ai découvert que c'était une dame de confiance. Voilà, que ce serait bien que je fasse 500 bornes pour être là pour lui. D'accord. J'ai refusé. Vous n'y êtes pas allé. D'accord. Je n'y suis pas allée. Parce que vous entreteniez des relations houleuses avec lui ou Non, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Je ne sais pas comment la nommer, cette histoire. Il y a une histoire d'amour. Une histoire d'amour, une histoire qui n'est pas de l'amour, qui est malheureusement... mon père a été profondément présent à 2 ou 3 périodes de ma vie. Mais vraiment. Et le reste du temps, je le dérange. Mes frères et moi, nous le dérangions. Alors, c'était pas spécifique à vous, dans cette relation à vous, que votre père était distant. Il y a des moments où il est là, d'ailleurs. Il est là. C'est pas distant. Absent. C'est plus que distant. C'est absent. Un exemple, dans les années, c'est en 79, bon, voilà, je suis au chômage, j'étais là, j'ai 21 ans. Attendez, je sais plus, 57, non, 22 ans. Voilà, je me trouve en chômage technique, je suis contente, bon, voilà, Puis, bon, je cherche du travail. Mon père, il sait parfaitement que je ne suis pas, surtout pas feignante, quoi, voilà. Donc, je vais trouver la tangente, voilà. Ça le dérange que je sois revenu à la maison. J'étais, voilà, à quelques 30 kilomètres de ma ville natale à l'époque. Je ne suis plus dans ma ville natale. Je suis à Montpellier. J'étais à Tarbes. Alors, en aparté, hein, sachez que Tarbes, c'est la ville où Rafael Nadal, joue son premier match avec Gasquet, qu'il perdra. D'accord. Ils ont 12-13 ans. Parce qu'après, grâce à l'oncle de Rafa, plus jamais Gasquet ne réussira, évidemment. Voilà, donc j'habitais Tarbes, voilà. Et j'avais travaillé à Argelès Gazoche. J'avais travaillé dans une entreprise, une grande entreprise d'extraction, d'extraction, commercialisation de produits de matériel. Enfin bon, bref, je reviens, et voilà, j'ai de l'argent, mais bon, voilà, il faut que je retrouve du travail. Sauf que je vais trouver certainement une idée géniale. Je vais carrément aller en Angleterre. Voilà. Je trouve un organisme très vite, en quelques jours. Et voilà, je vais m'offrir mon sac à dos, sac de couchage, mon plume d'oie, enfin, tout petit point de tissé. Il n'y a pas de souci pour moi.
Il n'y a vraiment pas de souci. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie d'ailleurs. Donc voilà. Et donc, en quoi votre père Et intervient-il je me retrouve à là-dedans? Maidstone et puis à Londres après, 6 mois. Et puis D'accord. après, je vais revenir. Et donc, en fait, Voilà. j'ai du mal à C'est-à-dire comprendre. que c'était pour éviter Oui. là que je paraisse gêner tout l'espace de la maison familiale, quoi. Parce que maman, je ne la gênais pas, surtout pas, quoi. C'est Voilà, papa, donc ça va. c'est papa que vous gêniez, c'est ça? Pardon? Vous dites, maman, je ne la gênais pas. C'est Ah non, votre... non, non. Ma mère, je ne l'ai jamais gênée. Voilà, c'est votre père que vous gêniez. Ah oui, Voilà. j'étais. C'est pas moi. Je ne le gênais pas. C'était de me voir exister dans revenu, voilà, à la maison à Tarbes, voilà. J'aurais aimé ne pas revenir, quoi. Bon, voilà, on revient dans le giron familial parce qu'il faut un temps de pause, de réflexion pour savoir, voilà, ce qu'on va faire. Bon, donc j'ai dû quitter cet emploi, je sais pas, au mois d'août 79, et puis au mois d'octobre, ça y est, je pars en Angleterre. Alors, Enfin, à Maidstone, et puis à Londres. Judith, en fait, il y a Et avec mon propre argent, quoi. Oui, alors, il y a plusieurs choses que vous me dites et j'ai du mal à savoir à quel fil il faut qu'on nous tirions Alors, ensemble. excusez-moi, Catherine. Hein. Alors, pardonnez-moi, je tremble et cette époque de ma vie qui me ramène aussi loin. Alors, mais justement, vous n'avez pas à vous excuser. Il y a juste, voilà, moi je vais essayer de tirer un fil pour qu'on puisse suivre une seule route à la fois. Et du coup, vous reposez-vous sur notre échange justement pour qu'on puisse rendre les choses un peu plus cohérentes. Donc en fait, oui, parce que c'est pas cohérent, effectivement. C'est pas que c'est pas cohérent, c'est que non, comme vous racontez des choses que vous connaissez, effectivement, on n'a pas pourquoi toutes les clés. Maidstone, pourquoi Londres, pourquoi pas le Japon, pourquoi pas l'Allemagne, voilà. Alors, pourquoi pas, voilà. Voilà, donc on va pas s'aventurer là-dedans parce que sinon on va se perdre. Non, mais ça dit quelque chose de moi. Voilà, mais comme ça dit quelque chose de moi, ce départ vers l'Angleterre. Et bien sûr. Bien sûr. Alors, donc, juste ce que je voudrais comprendre, c'est qu'il y a plusieurs choses que vous m'avez dites. Il y a beaucoup de choses autour, donc manifestement, vous m'avez dit être toute seule, qu'il y a autour de vous beaucoup d'absents, voire qu'il n'y a plus de présents. Actuellement, oui. Voilà. Maintenant, aujourd'hui. Aujourd'hui, absolument. Donc, qu'il y a quelque chose qui s'est brisé depuis. C'est pas des absents pour moi. Hein. Ils sont morts. Morts dans la vie. D'accord. Mais ils sont pas nécessairement... sont dans ma mémoire, mais j'y pense rarement. Mais ils sont dans ma mémoire. Ils sont là. Mais bon, je n'y pense jamais. Ils ne me manquent pas. Mais en même temps, je ne sais pas comment. Pardonnez-moi. Hein, c'est des morts qui s'accumulent. D'ailleurs, j'ai à ce titre un rêve que j'ai fait 2 ans après la disparition de mon frère cadet. Très étrange. Et alors, vous voulez raconter ce rêve et on s'attache à ce rêve, comme ça on suit une seule ligne. Mon frère cadet, il décède d'un suicide à l'âge de 26 ans, j'en ai 30. D'accord. C'est à peu près 2 ans plus tard que je fais ce rêve-là. C'est très étrange. J'ai essayé de décoder, puis après j'ai tellement culpabilisé que j'ai arrêté. Alors ce rêve, je suis ni triste, ni gaie au réveil. Mm-hmm. Voilà, je me trouve apparemment dans un immense bateau de croisière, sur la Méditerranée sans doute, mais apparemment pour moi c'est l'océan. Mm-hmm. Un immense bateau de croisière. Or, je n'aime pas les sports nautiques, excepté la natation. D'accord. Je me trouve à l'avant du bateau, et le sol, enfin je sais pas comment on peut dire, le parquet est étrangement fait de comment dirais-je, de parquet d'autrefois, comme dans la maison où se trouvait, dans le premier appartement où nous avons grandi, mes frères et moi. Donc nous sommes en mer avec un bateau, avec du parquet qui vous renvoie à un lieu de votre enfance. C'est après coup que j'ai décodé. Hein. D'accord. C'est étrange parce que je le vois dans le rêve. Alors la mer est calme, si tant est que c'est la mer. Il fait soleil. Oui. Voilà. Le bateau est blanc. Moi, je suis habillée d'un t-shirt à manches longues blanc et d'un pantalon en velours marine.
et je suis exactement habillée ainsi sur certaines de mes photos plus tard, dans les années 80, à Aix-en-Provence. Je suis en présence de quelqu'un qui est important dans ma vie. Donc, et j'ai vraiment cette tenue-là. Le rêve, Voilà. vous avez une tenue que vous aurez plus tard, ou ce que vous venez de me Ah, dire. que j'aurai plus tard. Voilà, Hein. donc dans le rêve, vous avez... Entre-temps, c'est en 89 à peu près que je fais ce rêve-là. J'ai cette tenue-là au début des années 80, Donc avant. avec la personne importante de ce moment-là, qui est le premier grand amour de ma vie. On est à Aix-en-Provence ou à, je sais plus, oui, je pense que c'est Aix-en-Provence, enfin, qu'importe. D'accord, mais revenons. Et j'ai une tenue, cette tenue-là, similaire. voilà, Absolument. t-shirt blanc à manches longues, et ça voilà, alors, figure sur beaucoup de photos. Voilà, alors revenons donc à ce rêve où vous avez cette tenue que vous connaissez. Donc vous êtes sur le paquebot, vous êtes en mer. Voilà. Un paquebot dont vous reconnaissez non seulement votre tenue, mais vous c'est un bateau de croisière. Alors, il y a je sais qu'il y a énormément de gens dans ce bateau de croisière, mais je ne les vois pas, je ne suis pas en relation, je suis droite comme un i sur le pont du bateau. Voilà, le parquet est rutilant, comme pouvait l'être le parquet de l'appartement où nous avons grandi, mon frère et moi. Je revois encore ma maman l'astiquer, voilà. Le parquet, c'est pas neutre, c'est chaud. Il y a quelque chose, voilà. Alors, continuez à me raconter ce rêve, parce que c'est un peu comme si vous me racontiez un film. Et donc, je sais qu'il y a énormément de gens dans ce bateau de croisière. D'accord, oui. Alors, et tout d'un coup, subitement, une bourrasque, enfin, un ouragan immense, voilà. Et puis à nouveau, le soleil, la mer est calme. Je suis sur le pont du bateau, à l'avant, sauf que tout le monde est mort. Je ne vois pas de mort, mais je sais que tout le monde est mort. D'accord. Le ciel est à nouveau bleu, la mer calme, et alors la direction, c'est vers l'ouest. C'est toujours ça. Alors ça aussi, je me suis toujours demandé. Et donc, ce n'est pas la Méditerranée, c'est véritablement l'océan. Et pourquoi vers l'ouest? D'accord. C'est vraiment l'océan, parce que j'y ai passé mes vacances, et puis j'étais, quand j'étais plus jeune, j'étais monitrice de colonies de vacances. Et alors, toute la côte basque, landaise, voilà, ça me connaît. D'accord. Alors, Judith, donc, pourquoi vous le mettez en lien avec la mort de votre frère? Qu'est-ce qui fait que... Alors, c'est 2 ans après le décès de mon frère cadet. D'accord. Ok, donc. Et puis, mais à ce moment-là, il y a beaucoup de gens dans ma vie, hein. Je ne suis pas, voilà, je ne suis pas, voilà, je mène ma vie. Je me souviens plus ce que je fais en 89, mais enfin, voilà, j'ai une vie personnelle, alors, justement, intime, et justement, aujourd'hui, et professionnelle. Aujourd'hui, Judith, quelle est votre vie professionnelle? Quelle est votre vie amicale et amicale? Il n'y a plus de vie professionnelle, ni amicale, ni sociale, ni amoureuse. Donc vous êtes donc vous êtes sur ce bateau, à l'avant du bateau, et tout le monde est mort. Symboliquement, en tout cas, dans votre vie. C'est-à-dire qu'il n'y a personne. Et après, cet ouragan absolument énorme, quoi. Enfin, alors, Judith, vous savez, quand on interprète un rêve, souvent on propose que tous les personnages du rêve sont le rêveur lui-même. Donc, il y a quelque chose qui est étonnant dans ce que vous êtes en train de dire, c'est que d'abord, vous avez un discours où vous partez à droite, à gauche, vous peinez à donner un sens à l'histoire. Non, et du coup, c'est pas que je cherche à donner un sens. Hein. Non, mais bien sûr, mais permettez-moi juste de terminer, après je vous laisse. C'est-à-dire qu'en fait, vous comprenez bien que vous vous promenez dans vos souvenirs, ce qui est normal puisque vous les connaissez et ils vous parlent, mais pour moi qui ne vous connais pas, eh bien, il faut que je puisse suivre une histoire. Or, vous me perdez à droite, vous me perdez à gauche. Et nos auditeurs aussi, qui peinent à comprendre ce que vous essayez de dire. Mais bien sûr, c'est pas du tout... oui, j'aurais dû après, bien sûr, raconter simplement le rêve et après dire quels sont les éléments qui appartiennent à ma vie. Mais c'est pas grave. C'est pas grave juste parce que moi, je suis là bien justement sûr, tout à fait raison. pour éclairer un peu les choses. Pardonnez-moi, c'est absolument pas... oui, c'est...
Alors, donc, C'est désordonné tout ça, non, mais effectivement. c'est pas grave. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans ce rêve, finalement, vous êtes beaucoup à observer une foule de détails. Et puis vous voyez vous et vous vous tenez droite et vous êtes sur ce parquet, ce bateau de croisière, Le pont. voilà, et le pont avec ce parquet. Et finalement, vous êtes devant, vous regardez devant vers l'océan et Je derrière. ne sais pas si je regarde vers l'océan. En tout cas, vous êtes Je n'en debout à sais la rien, voilà. par contre. Voilà, mais en tout cas, vous êtes positionné devant le bateau, Oui. à l'avant du bateau, À l'avant, et à l'avant, oui. tout le monde derrière, et vous avez l'idée que tout le monde est mort. Et ce qui est très important, si je veux faire un lien, non pas l'interprétation du rêve dans le temps du rêve, mais l'interprétation Oui. du rêve que vous ramenez ce soir, ici, ce qui est intéressant, c'est que le monde disparaît autour de vous, votre monde est exempt de relations, exempt d'amour, exempt de travail, exempt de fonction, exempt de liens affectifs. Et dans notre échange, voilà, et dans notre échange, nous peinons toutes les deux à mettre du lien. C'est-à-dire que j'essaie de raccrocher les choses. Et vous le ressentez vous-même. Dites-moi, est-ce que vous le ressentez? Bien sûr. Et puis, nos auditeurs se demandent aussi, parce que je reçois des petits SMS. Probablement, bien sûr. Et ils me disent, mais ça tangue, où veut-elle en venir? Vous voyez, il y a quelque chose. Dans le rêve, ça tangue pas, justement. Voilà, en tout cas, c'est comme s'il y avait une difficulté. Vous souffrez de solitude. Non, attendez, je vais essayer de remettre de l'ordre. J'ai pensé à ce rêve tout simplement parce que depuis 89, évidemment, la première personne importante qui disparaît dans ma vie, c'est cette personne-là, mon frère cadet, en 89. Depuis, il y a eu des disparitions. Un autre frère, mon frère aîné. Oui, mais c'est bien ce que j'ai compris. C'est-à-dire cette personne-là avec qui j'étais dans les années 80, qui est très importante, qui est le premier grand amour de ma vie. Il y en aura, qu'importe, qui est fondatrice à plusieurs niveaux, pas seulement sur un plan intime et plus tard amical, sur d'autres plans. Mmh. Oui, mais voilà, donc c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, Judith. C'est-à-dire qu'il y a des morts, il y a des gens qui ont disparu de votre vie, il y en a d'autres qui ont disparu parce que quelque chose en vous s'est éteint, c'est-à-dire comme ils sont dans votre dos, vous ne les regardez pas, vous regardez ailleurs, dans une autre direction, vous peinez à créer le lien avec les autres, et du coup, vous êtes dans cette espèce d'absence intérieure, absente à vous-même, et du coup, vous baladez comme ça, et avec une difficulté à accrocher la vie, accrocher le lien à l'autre, tout en le souhaitant manifestement, sinon vous n'auriez pas appelé, et en plus, vous n'auriez pas appelé. Mais je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Vous ne vous comprenez pas. Je ne comprends pas. Oui. Mais je ne comprends pas, puisqu'après, j'ai été en lien. Il y a eu un deuxième homme important dans ma vie. Oui, mais vous voyez... Donc, j'étais en lien. Bien sûr, mais vous voyez ce que vous êtes en train de faire, Judith, sans vous en rendre compte, c'est que vous cherchez à comprendre comment les liens ont disparu et comment vous avez lâché le lien à l'autre, et alors que toutes les deux, nous sommes en train de nous parler, vous ne vous donnez pas le loisir de me rencontrer et d'écouter ce que j'essaie de vous dire. Et il y a quelque chose qui se rejoue là, même dans la situation de notre lien à toutes les deux. Là, il y a un besoin, une volonté d'appeler, et d'appeler en plus sur une chaîne de radio où des gens vous écoutent. Alors, j'ai pas exprimé une volonté. J'ai appelé dans un moment de très grand désespoir. Je peux vous confier ce que je ressentais tout à l'heure avant d'arriver chez moi à 20h, parce que j'étais chez moi à l'extérieur depuis la fin de la matinée. Je me suis assise sur un banc avant de rentrer chez moi. Je me suis dit, si... et ça rejoint ce que je pense, moi. Vous me direz ce que vous en pensez. Excusez-moi, ce n'est pas pour contrevenir à ce que vous dites. Je me suis dit, si l'on m'annonçait ma mort, je sais pas moi, dans l'heure ou dans 24 heures demain, je me dirais, j'en suis sûre, une seule chose, enfin, je vais pouvoir me trouver enfin. Enfin, je vais pouvoir me retrouver. Eh bien... Et non pas savoir qui je suis. Ah, mais vous voyez, me retrouver. Oui, mais vous voyez, si on vous... Et ça, c'est quand même vertigineux, quoi. C'est même pas étrange.
c'est... Judith, Judith, vous voyez oui. ce que vous venez de dire? Si on m'annonçait ma mort, c'est-à-dire que vous êtes partout, vous êtes à la fois la morte et celle à qui on l'annonce. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui peine à s'ancrer dans le réel de ce qu'elle est, de ce qu'elle ressent et de ce qui fait qu'elle est une humaine faillible, mortelle, au milieu de gens mortels, comme si tous les gens étaient morts et elle était toute puissante sur son bateau. Et c'est de là que vient l'absence du lien avec les autres. C'est qu'il y a quelque chose où... Oui, expliquez-moi la toute-puissance, parce que j'ai jamais été dans la toute-puissance, moi. Non, mais Expliquez-moi. je parle, évidemment, quand je parle de toute puissance, c'est la toute puissance psychique, c'est de se vivre à la fois acteur et acteur, réalisateur, script de l'histoire et de l'histoire avec les autres, et avec du mal à faire avec ce que l'autre apporte, ce que l'autre est, ce que l'autre bouscule de l'histoire et qui, du coup, change le script initial de votre propre écriture. Donc, dans ce que vous dites... Je ne saisis pas, excusez-moi, Catherine, je ne saisis pas. Donc, Excusez-moi. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand vous dites « si on m'annonçait ma mort », oui, enfin, ou si je la prenais, voilà, qu'importe, oui, voilà. mais on ne peut pas apprendre sa Si mort je parce que ça savais veut dire que j'allais disparaître, voilà. Voilà. Et C'est donc, ça que ça veut dire. et que, Si j'étais face bien sûr, à réaliser que j'allais votre fin. disparaître, Oui, voilà. mais voilà. Voilà ce qui m'est venu comme réflexion. Et que si vous découvriez que vous allez disparaître, vous vous rencontreriez enfin, comme si vous passez votre temps à Je vous me perdre. dirais, oui, Et au enfin, passage, je vais pouvoir me retrouver. Voilà, c'est parce que moi, je pense que le lien, c'est d'abord avec moi-même qui est cassé. c'est ça. Et du coup, vous ne me permettez pas de le remettre puisque vous ne le créez pas avec moi. Donc, ce que je vous propose pour ce soir, Judith, c'est de réécouter ce que l'on s'est dit. Peut-être vous pouvez... Non, je ne vais pas réécouter, Bon, je n'ai bah, pas vous... toute cette Voilà. technologie. Bon, bah écoutez, en tout cas, de le réécouter Par dans contre, votre j'ai tête. appelé parce que j'ai très peur pour moi. Alors, Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai rencontré récemment quelqu'un. Judith, on ne va pas repartir sur une autre Ah histoire. pardon, ça va se terminer, excusez-moi. C'est parce que vous allez avoir une petite pause musicale. Non, j'ai très peur pour Donc, moi. voilà. Eh Non, bien, n'en riez pas, j'ai très peur pour moi. non, mais je ne ris pas de vous, je ris de la situation. Je ne ris certainement pas de vous. Donc, Non, parce qu'il n'y a plus personne dans ma vie. oui, Il mais n'y a plus personne dans ma vie. et vous dites C'est comme ça. et vous dites Je ne suis pas en train de me plaindre. Hein. non, mais Ce que je fais jour et nuit, tous les jours de ma vie, ça devient insupportable. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui s'ennuie. Mais ce que je fais pour tenir et résister, c'est proprement insupportable. Bon, je vous souhaite donc bon courage dans ce que vous êtes en train de vivre et qui est effectivement une grande difficulté à accueillir les moments douloureux et notamment créer du lien pour être soutenu par les autres, ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Bonne soirée à vous. Bonsoir Michel. Bonsoir Madame Blanc. Ok, mon histoire, elle est plus simple que toutes les histoires que vous avez entendues ce soir. Ah, eh bien, je veux bien. Allons droit au but. Beaucoup plus simple que celle que vous avez entendue avant moi. Bon, où j'ai rien compris. Bon, écoutez, on a essayé tous de comprendre et je crois que c'est parfois, vous savez, la vie est douloureuse et elle en mêle parfois un peu les pinceaux et c'est difficile de rentrer dans la vie des gens qui peinent, voilà. Mais c'était avec beaucoup de tendresse malgré tout. Mais dites-moi, ça Michel. Ça m'a fait rire parce que, bon, allez, ma vie, j'étais très triste, mais ma vie est moins compliquée. Moi, j'ai 65 ans. Oui. Mon mari m'a quittée il y a 2 ans et 4 mois. Comme beaucoup de femmes après son temps. Mm-hmm. Moi, je pensais qu'après 38 ans de mariage, jamais il va me quitter. Je coupais mes 2 mains, mes 2 pieds, jamais. Comme quoi, il faut jamais parier sur ses pieds et sur ses mains. Oui, c'est ça. Et bon, c'est vrai que j'ai épousé un mec formidable. Moi, j'avais 24 ans, il avait 19 ans. Et c'était lui son premier amour et tout ça. Et on a eu le coup de foudre et c'était formidable. J'ai vécu des années pas toujours faciles parce que c'était quelqu'un qui avait épousé sa femme et qui avait épousé aussi son travail, chercheur. Donc c'était compliqué. 3 beaux enfants et tout. Mais aujourd'hui, c'est compliqué pour moi à 65 ans
de me voir comme ça, rejetée au bout de 38 ans à 63 ans, ou 65 ans. Je suis pas encore divorcée. Dans 2-3 mois, je serai divorcée parce qu'ils traînent un peu pour le côté administratif. Un chercheur, ça n'aime pas les scientifiques, ça n'aime pas le côté administratif. Hein. Donc, il m'a quittée pour personne. D'accord. Mais qu'est-ce qui ne lui Et convenait plus alors, c'est que dans sa vie avec je vous? sais pas parce qu'il ne l'a pas dit, il ne l'a pas dit. Et finalement, ça fait 5 ans qu'on vivait un peu séparément parce qu'il était parti dans le sud-ouest pour un autre travail. J'avais accepté comme toute sa carrière. J'ai vécu au Canada, aux États-Unis, aux Pays-Bas, et j'avais toujours fait toute sa carrière, donc Vous j'avais l'avez tout suivi. accepté. Oui, tout le temps. Hein. Mhm. Aujourd'hui, ma retraite va être très minimaliste parce que je l'ai Vous avez su travaillé pendant un peu, 15 ans. bien sûr, vous avez travaillé un peu en dents de scie compte tenu des déplacements. Voilà, j'ai vécu des trucs chouettes. Chaque année, pendant 9 ans, pendant un mois, je suis allée en Chine parce qu'il enseignait la géologie. J'ai vécu des moments formidables, voilà. Pas toujours facile parce que pour aux enfants, et puis finalement, il n'a pas été. Il a toujours mis sa carrière en avant. Il a toujours. Sa carrière était très importante, toujours. Hein. Ça a Même été ça a été s'il. son expression et sa Oui, valorisation tout le narcissique temps. et puis sa Oui. jouissance dans la vie d'une certaine manière. Oui, tout le temps. Tout le Mhm. temps. Même s'il nous aimait, il avait 3 enfants, même il n'a pas. Je pense pas que c'était un bon père parce que il est pas méchant, c'est un mec formidable. Même aujourd'hui, je le dis, c'est un mec formidable. Mais il savait pas comment expliquer aux enfants les problèmes de la vie, comment expliquer quand on devient un mec, quand on a la sexualité. Enfin, jamais il s'occupait de tout ça. Hein. Il Mhm. n'a jamais fait un conseil de classe. Il n'a jamais rien fait de tout ça. Hein, On n'a parce pas, qu'il était très. vous savez, on a à sa décharge, on n'a pas tous les talents. Hein. C'est pas parce qu'on est parent qu'on sait être parent. Oui, Et c'est- heureusement que la maman que vous étiez savait être à ce rendez-vous-là, en tout cas. voilà. Et puis souvent les mamans sont là et tout ça. Et puis lui, il savait pas faire. Je crois qu'il n'a jamais su faire. Hein, Mhm. même aujourd'hui. Hein, ok. Aujourd'hui, quand il paye à ses gamins parce que le gamin ne va pas payer son loyer, parce que mon dernier fils, il est barman, il travaille au Crazy Horse comme chef de rang, et quand il peut pas payer son loyer, il lui paye son loyer. Mhm. Et si la vie, c'est simplement financièrement, on paie à son gamin un loyer parce qu'il ne veut pas le payer. Si être parent, c'est ça, c'est très réducteur, à mon avis. Hein. Mais bon. Bien sûr, Michel, mais c'est aussi, vous savez, on fait avec nos compétences. Et si cet homme, eh bien, il sait gagner sa vie, il sait travailler et en faire matière à argent, c'est pas pour se délester de son rôle de papa, mais c'est pour venir avec ce qu'il sait faire. Et il sait produire Oui, de l'argent. Mais c'est vrai que c'est très réducteur et que vos oui, enfants ont certainement souffert bah, de manque c'est ça. d'attention par ailleurs. C'est sûr, parce que il a 100 ans, moi j'ai 65 ans, aujourd'hui il vient d'avoir 100 ans, mais et pour moi, c'était la nouvelle génération de mon époque. Hein. Mhm. C'était dans mon époque à 65 ans, les mecs, ils assumaient quand même les gamins. Hein, on n'est pas à l'époque de mes parents. Mhm. Et lui, il a pas assumé. Lui, il a fait sa carrière. Hein. Les gamins, aujourd'hui, moi, je l'en veux parce que finalement, c'est pas un coup de fric qu'on s'occupe des gamins. Hein. C'était bien avant qu'il fallait s'en occuper. Je l'en veux pas parce que c'est un mec chouette. Ce qui me fait de la peine, c'est que moi, comme dit ma fille qui a 31 ans, papa il est bien, il est heureux et tout. Nous, il y a 5 ans, on s'est séparés, pas séparés. Il était allé dans le sud-ouest parce qu'il a eu une proposition de travail. Mhm. Donc comme moi j'ai fait toute sa carrière, je me suis dit, écoute, tu y vas comme d'habitude. On avait vécu aux États-Unis, aux Pays-Bas, aux États-Unis, au Québec. Et j'ai dit, écoute, moi j'ai fait toute ta carrière, tu vas aller chez Total dans le sud-ouest, ok, tu y vas, moi maman est mourante, moi j'ai envie de finir ma carrière dans l'Essonne, donc ok, on se verrait une fois par mois et tout ça. Et finalement, moi j'avais trouvé une sorte D'équilibre. d'équilibre en le Mhm. voyant une fois par mois. Je trouvais que c'était bien. Finalement, après plus de 30 ans, 35 ans, on court plus après l'un après l'autre. Hein. Mhm.
Et du coup, moi, je trouvais que c'était bien. Et finalement, au bout de 5 ans, il a trouvé que, Ça lui allait, cette il a vie. fait sa vie. Mhm. Et oui, sans moi. Oui, oui. Et oui. Et donc aujourd'hui, comment allez-vous? Puisque me Ben, semble-t-il, le aujourd'hui, fond de ça votre question. Comment va pas trop mal, mais vous savez, ce soir, vous savez, je travaille toujours à 65 ans. Je pense que je vais jusqu'à 68 ans parce que j'ai besoin de travailler. Mhm. Moi, je m'occupe de l'aide sociale à l'enfance, je suis chef de service à l'aide sociale à l'enfance, donc j'aime mon boulot. Mais cet après-midi, le week-end, c'est très long pour moi. Ce week-end, c'est un long week-end. Jusqu'au demain, je ne travaille pas. Et les week-ends, c'est très long. Et alors, Et Michel, pourtant quand même, là aujourd'hui c'est très long, et parce qu'il est parti, vous réalisez votre solitude, mais vous avez, dans les dernières années avec lui, fonctionné pourtant avec son absence, où vous ne le oui, voyez qu'une fois par mois. Donc c'est l'idée qu'il n'existe plus dans votre vie qui oui, fait que du coup, les week-ends vous paraissent vides, alors qu'ils étaient déjà vides dans le passé, puisque et vous vous en non, mais c'est accommodiez. pas pareil parce que je savais il y avait un lien entre nous, C'est c'est-à-dire qu'on ça, n'était c'est pas la perte séparés. du lien qui vous fait mesurer le vide tout Voilà. à fait différemment. C'est-à-dire que quand on sait que l'autre existe, on peut faire tout seul, Oui, et quand oui, l'autre n'existe plus, eh bien on voit que l'autre n'existe plus et tout raconte son absence en fait, c'est ça. c'est ça. Parce que quand j'allais une fois par mois que j'allais dans le sud-ouest et que je savais que bon, on était séparés parce qu'il voulait finir, il voulait faire sa carrière dans telle industrie et que moi je finissais ma carrière de l'autre côté. Bon, j'allais au cinéma le week-end, il me manquait pas. Mais là, depuis que c'est fini, c'est différent. Oui, Mais finalement, vous savez à quoi ça me fait penser? C'est une petite image, oui, mais ça me fait penser, vous savez, quand les enfants apprennent à faire du vélo, eh bien, quand on leur enlève les petits trous. Et le parent, il est derrière, et l'enfant ne veut surtout pas que le parent touche la selle. oui, Il veut faire du vélo tout seul. oui, Mais à la fois, dès qu'il sent que le parent n'est plus là, eh ben, il tombe. C'est-à-dire ouais, qu'il veut pouvoir faire tout seul tout en ayant l'assurance que l'autre est toujours là. Et oui, notre rôle dans la vie, c'est justement de pouvoir pédaler et de nous confronter à ce que ça veut dire pédaler, et pas demander à l'autre d'être toujours là pour parer à la chute. Donc la chute dans votre cas, c'est la solitude, parce qu'il y a des moments où on est seul, et on est dans une société où on nous fait croire aussi souvent qu'il faut être toujours hyperactif, qu'il nous faut toujours être animé de quelque chose, regarder la télé, de fréquenter des gens, faire du sport, travailler. oui, Il faut toujours raconter qu'on a fait plein de choses. Ne rien avoir fait, c'est presque être malade. Alors que non, c'est se rencontrer soi, être dans le plaisir d'être avec soi, se donner du temps, arrêter de courir, et mesurer le bonheur que c'est de ce temps qui s'étire. On aura beau jeu après de trouver que la vie est passée trop vite. C'est bon de la goûter, c'est bon de profiter de l'espace. Et vous me faites l'effet de cette petite fille sur son vélo qui veut absolument pédaler, qui est contente de pédaler, mais à la fois, dès qu'elle voit que finalement elle croyait qu'il y avait papa ou maman derrière qui pouvait agripper la selle, et tout d'un coup elle voit qu'en pédalant, elle s'est éloignée considérablement d'eux, et que du coup elle a très peur et elle perd l'équilibre. moi, c'est vrai, c'est tout à fait ça. Moi, sans lui, je suis rien. Eh bien voilà, et qu'est-ce qui fait? Alors là, vous parlez de votre mari, évidemment, vous avez construit 30 et quelques années de vie avec lui. C'est beaucoup dans votre existence, puisque Oui, c'est quasiment, c'est plus de la moitié de votre vie qui a été avec lui. oui, Pour autant, votre vie, c'est vrai. elle a existé avant lui. Et vous étiez alors avant, vous étiez avec vos parents, vous étiez avec votre fratrie peut-être, etc. Mais justement, vous n'avez, et c'est malheureusement le cas de beaucoup de gens qui, à peine sortis de chez leurs parents ou sortent de chez leurs parents, et s'engagent tout de suite dans une relation amoureuse qui deviendra une histoire de construction de famille formidable. Mais du coup, ils n'ont jamais éprouvé ce que ça voulait dire de vivre seul avec soi-même, se confronter à la peur de faire des choses et peut-être de ne pas les réussir, se confronter Oui, à parce des que moi, déplacements, des voyages. moi, j'ai rencontré mon conjoint, il avait 10 ans, j'avais 24 ans. Et finalement, aujourd'hui, j'ai plus vécu avec lui que sans lui. Oui, ben c'est ça. Et donc, du coup, vous avez l'impression que votre vie est liée à lui, qu'il est un bout de vous. Or, justement, à Oui, oui, l'occasion, c'est évidemment, je suis bien triste pour vous qu'il soit parti, c'est sûr. Mais vous voyez, lui,
il s'en sort, ou il semble s'en sortir d'après vos enfants, comme si justement il s'était rempli, alors que vous avez le sentiment finalement que vous n'étiez rempli que de lui. Vous vous êtes mis sur pause, vous vous êtes mis entre parenthèses, vous vous êtes nourri de ce qu'il a apporté ou ce que les circonstances, les voyages vous ont permis d'avoir à ses côtés et de découvrir à ses côtés, mais comme si vous n'aviez pas été créatrice de cela vous-même. Or aujourd'hui, oui. Parce que oui, non, j'ai vécu pour lui, mes enfants, Mais oui. et qu'aujourd'hui, il m'a envoyé un message. Je pense que d'ici fin octobre, parce qu'il traîne les pieds pour le côté administratif, parce qu'il va quitter pour personne, hein, évidemment, parce qu'il est trop amoureux de son boulot. Et puis, je pense qu'il n'aura jamais personne d'autre que moi. Mais moi, demain, j'aurai peut-être quelqu'un. Mais lui... j'aime bien entendre ce que vous venez de dire. Moi, demain, j'aurai peut-être quelqu'un, puisque j'avais cru comprendre que vous étiez persuadé que ça ne pouvait pas se faire. Mais parce que lui, il n'a jamais été très drôle. Un chercheur, c'est jamais très drôle. Vous voyez, alors c'est une bonne aubaine, il est parti. Eh bien, ça a été une belle vie de voyage, une belle vie pour faire des enfants. Et il m'a pas toujours rendu malheureuse. Il m'a un peu rendu malheureuse parce que il a tellement épousé son travail qu'il m'a oubliée. Mais ce que je lui en veux, c'est que finalement, moi, aujourd'hui, c'est difficile pour moi. Parce que depuis 2 ans et demi que je continue à travailler, et des fois, je rigole, c'est vrai que j'ai beaucoup d'humour. Mais dans 1 an, je serai en retraite, et dans 1 an et demi, et moi, il me dit, tu fais la retraite sans moi. Mais lui, sans moi, c'est rien. Moi, tout à l'heure, cet après-midi, je me disais, maintenant je loue au 4e étage d'un immeuble, je me suis dit, je vais me jeter dans le vide, parce que lui, sans lui, c'est rien. Alors là, vous voyez bien, alors on est reparti en arrière, là, parce que vous jetez dans le vide, à moins d'avoir déjà trouvé votre prince charmant qui sera en bas pour vous accueillir dans ses bras, mais... sans moi, c'est rien. Voilà, mais c'est ça, c'est-à-dire que sans lui, vous n'êtes rien, alors qu'en réalité, vous avez fait... Vous trompez dans l'interprétation que vous faites de vos capacités, puisque vous avez pu observer que vous saviez très bien faire sans lui. D'ailleurs, vous aviez acté vous-même de faire sans lui en restant là où vous étiez, en ne le voyant qu'une fois par mois. Donc, vous saviez parfaitement faire sans lui. Et aujourd'hui, parce que c'est lui qui a décidé de la rupture, tout d'un coup, vous n'avez plus contrôlé la situation et vous avez surajouté une lecture qui est fausse, Michel. Simplement, et dès que, vous voyez, tout à l'heure, vous disiez, lui, il sera plus avec quelqu'un parce qu'il est amoureux de son travail, moi, je pourrais être avec quelqu'un. Tout d'un coup, nous avons ri ensemble, tout d'un coup, je vous ai encouragé. Et alors, le fait que je vous encourage, vous faites un marche arrière et tout d'un coup, vous dites, mais je vais me jeter par la fenêtre, sans lui, je ne suis rien, etc. C'est-à-dire que vous n'osez pas aller vers l'avant alors que vous savez très bien que vous avez chevillé au corps un désir de vivre fondamentalement, et vous ruminez, vous regardez toujours dans votre rétroviseur ce que vous avez laissé, au lieu de voir ce que cela vous ouvre, ce que ça vous offre. Et c'est triste, Michel, de réduire à cela. Alors, je sais que c'est facile à dire, hein, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Mais voyez aussi quand même que ce que je suis en train de vous dire est issu de ce que vous m'avez dit vous-même. C'est-à-dire que vous-même, vous êtes pleine de joie et aussi et vous avez plaisanté avec moi et vous avez dit que d'ailleurs votre histoire était simple. Vous voyez bien combien les histoires ne sont jamais simples. Ni la dame d'avant, ni maintenant vous. Aucune histoire n'est simple. Et si on n'y prend pas garde, on s'en mêle les pinceaux, on se prend les pieds dans le tapis et on tourne en rond sur nos histoires plutôt que d'ouvrir et de respirer un nouvel air. Alors il y a des risques, hein, on risque de prendre des rhumes, mais on peut se permettre quand même de tenter les choses avant d'en conclure que ce ne puisse pas être possible. Parce que c'est pas comme ça en effet que vous allez rencontrer quelqu'un, parce que si vous lui parlez toujours de votre ex-mari et que sans lui vous n'êtes rien, il y a personne... À 40 ans c'est possible. À 65 ans, ça devient compliqué. Pas du tout. Tout le monde me dit ça. Alors, mais moi, je ne peux pas... Il suffit de autour de moi. Eh bien oui, parce que tout le monde a des expériences et des connaissances de gens qui rencontrent à tous les âges, qui est merveilleux. C'est que l'amour et la volonté d'aimer, vous savez, il y a eu un très joli reportage à la télévision qui s'appelait « Cette jeune fille de 90 ans ». Et c'est dans une maison de retraite où il n'y aura plus que des femmes qui sont mourantes, hein, qui sont dans les derniers temps de leur vie, et arrive une journaliste et un
danseur, chorégraphe, et il va venir et il va danser avec ces femmes, et notamment avec une qui va se réveiller, se révéler, et ça va renourrir son sentiment amoureux et son sentiment de vie. Et cette femme a 90 ans. J'y crois pas beaucoup, parce que moi j'ai 65 ans, mon mari a 60 ans, et j'ai vécu avec un type très intelligent, très intellectuellement, très séducteur, très rigolo. Bien sûr, et mais que je trouve quelqu'un comme ça, mais jamais je vais retrouver quelqu'un comme ça, jamais. Je suis sûre que vous aviez trouvé la perle rare et que nous sommes tous désolés parce que nous n'avons que des piètres copies ou même pas qui lui arrivent à la cheville. Mais je puis vous assurer que si nous interrogions nombre de nos auditeurs, certains tas de femmes pourraient dire qu'elles ont trouvé, elles, la perle rare et que vous faites erreur. Ce n'est pas la vôtre, mais c'est la leur. Donc, il y a partout des hommes formidables et il y a partout des moments où, justement, les histoires peuvent s'emboîter joliment à condition de le souhaiter, à condition de le vouloir, à condition de vouloir de la vie, encore et encore. Et ce n'est certainement pas à 65 ans que la vie doit s'arrêter. La vie, elle continue. C'est pas parce qu'on n'a pas 20 ans, c'est pas parce qu'on n'en a pas 40. Bon. La vie, elle continue. Vos enfants sont grands, ils sont partis eux aussi. Ils vous ont pas abandonné non plus. À 65 ans, c'est quand même... moi, je suis très optimiste. Mais à 65... de toute façon, je pense que jamais je retrouve amoureuse de quelqu'un comme j'étais à 24 ans, de mon conjoint qui avait 19 ans. Jamais je pourrais le reconquérir. Quelqu'un d'aussi... Il est toujours aussi... on peut même pas... Alors, je vais abonder dans votre sens. Vous ne pourrez pas conquérir quelqu'un dans cet état-là et avec ce discours-là, ça c'est sûr. C'est vous-même qui fermez toute porte possible parce qu'il faudrait être assez dingue pour dire « mais non, je suis mieux, mais non, tu vas voir », alors que vous essaieriez de dire sans cesse que de toute façon, vous ne trouverez pas l'amour, vous ne le méritez pas, vous vous sentez seul. Ah, ça, c'est certain que vous fermez toute porte possible. Tant que vous ne vous redonnez pas de la valeur à vous, tant que vous ne vous donnez pas un projet joyeux, tant que vous n'avez pas envie de rencontrer des gens, hommes et femmes, eh bien évidemment, vous ne représentez pas quelqu'un à séduire et du coup, vous ne verrez que des gens assez tristes, moroses, parce qu'ils ne vous verront pas, mais parce que vous ne vous voyez pas. Vous savez, on ne peut pas... Il faut savoir s'aimer pour être aimé. Et peut-être avez-vous perdu, vous avez trop laissé à la charge de votre mari le fait de vous aimer et vous n'avez pas pris le temps de vous aimer vous-même. Et il est temps maintenant, vous n'avez plus à aimer vos enfants au sens, vous les aimerez toujours, mais au sens de les porter, de les faire grandir, etc. Ils sont grands, majeurs, vaccinés, mariés peut-être, parents peut-être. Votre mari, il a son boulot, il se régale là-dedans, il s'épanouit, il rencontrera après la difficulté de renoncer à son travail parce que le temps sera passé, donc là il veut en profiter pleinement peut-être, mais le fait est qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous réduire à la seule mission d'avoir été la femme ou la mère. Aujourd'hui, il vous faut découvrir que vous êtes une femme qui mérite de faire des choses, d'aller vers sa vie à elle et de découvrir ce qu'à 65 ans on peut faire, c'est-à-dire plein de choses encore, parce que vous avez de l'énergie dans le corps, vous avez, à condition de l'avoir, et à condition de prendre soin de vous, bien sûr. Et il est encore temps, toujours temps, et plus vous vous verrez comme ça, plus vous serez attrayante et plus autour de vous, eh bien les gens viendront à votre rencontre. Voilà Michel. Je vous souhaite une bonne soirée et vous souhaite de tout cœur de sortir de cette histoire dans laquelle vous vous emmêlez toute seule et de vous accorder un peu de tendresse. D'accord, merci beaucoup. Bonne soirée Michel. Voilà, cette émission est à présent terminée et c'est Sophie Peters que vous retrouverez demain sur cette libre antenne. Je vous quitte donc, mais pour mieux vous retrouver au mois de juillet. En attendant, je vous souhaite à tous une nuit paisible et de jolies semaines à venir et vous dis à bientôt. Je vous laisse à présent à l'écoute d'Europe 1 et de ses programmes de la nuit. Ce soir, Pierre Bellemare, les histoires extraordinaires.